Quand tu étais juriste, tu as travaillé sur les dossiers des victimes du Bataclan. Comment on passe de ce quotidien-là à un cabinet de magnétisme? Tout le monde a du magnétisme, simplement certaines personnes en ont beaucoup plus que d'autres. J'ai cette capacité depuis que je suis toute petite, j'ai commencé à m'en servir, j'étais à la maternelle. Je viens à une 50aine de centimètres, et là d'un coup, une image. Je vois un soldat napoléonien, au tréfonds de moi, je sais que c'est elle. Le corps peut aussi porter des douleurs qui ne sont pas les siennes, mais qui appartiennent à une mémoire plus ancienne. Et on l'allume toujours après avoir allumé son bâton de sauge. Il y a un ordre à respecter. Il y a un ordre à respecter, c'est important. Et qu'est-ce qui se passe si... T'appelles tout. Alors que si tu fais sauge et ensuite palo santo, t'as que les bons. Bienvenue dans En fait, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui prennent soin de nous. Qu'ils viennent du monde de la santé ou de celui de l'accompagnement, voire encore du bien-être, et qui vous fait découvrir leur métier comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, on quitte le terrain de la santé classique pour aller à la rencontre d'un univers qui suscite autant de fascination que de scepticisme. Et c'est justement pour ça qu'on va en parler. Imaginez, vous exercez dans le juridique, vous traitez des dossiers parmi les plus lourds qui soient, les victimes du Bataclan. Et puis un jour, le corps dit stop, c'est le burn-out. Et au milieu de la reconstruction, un souvenir remonte. Un don que vous portez depuis l'enfance, transmis par votre grand-mère qui barrait le feu dans le Berry. Ou encore par un arrière-grand-père rebouteux, le magnétisme. Sauf que pour vous, ce n'est pas un vrai métier, c'est un truc d'ancien. Elle, c'est Alexandra Meda. Elle a quand même sauté le pas. Et depuis, son activité n'a cessé de se transformer. Magnétisme, coaching, ostéothérapie, chamanisme, des portes qu'elle n'avait pas vraiment vues venir. Ce qu'elle propose ne remplace jamais un traitement prescrit par un professionnel de santé. Ça vient en plus, jamais à la place. Alors, est-ce qu'un magnétiseur touche vraiment les gens ? Est-ce qu'une douleur dans la jambe peut raconter l'histoire d'un soldat napoléonien ? Et comment on passe du code civil au chamanisme sans surprendre son entourage ? On va découvrir tout ça dans En fait avec Alexandra. Bienvenue. Enchantée. Ravie de te rencontrer, Alexandra, et merci d'être venue pour ce tournage d'En fait. Merci à toi. On a un petit rituel dans En fait, c'est qu'on démarre toujours par un petit shot vitaminé. Alors aujourd'hui, afin que je n'oublie rien de ces ingrédients, le petit shot qui est sur la table et qu'on va savourer ensemble est composé de carottes, d'orange et de curcuma. La carotte pour la bêta-carotène, afin d'avoir bonne mine, et la vitamine C pour le boost. Et le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Tout à fait. Voilà. Donc ça peut toujours être utile, même si on n'a pas de douleur, en prévention. Exactement. Et quand on en a douleur, encore. Et encore plus, ouais. Et écoute, on y va, on trinque ensemble ? À la tienne. Oups. C'est super frais. Ouais. Ah, j'adore. La pointe de curcuma, on la sent à la fin. Ouais, Tout à fait. Deuxième petit rituel, c'est que on démarre toujours notre podcast aussi par un mini quiz vrai-faux. D'accord. Enfin, vrai-faux, oui, non. C'est-à-dire que je te pose des questions, tu me dis si c'est vrai, tu me dis si c'est faux, oui, non. Et bien sûr, si tu as envie d'apporter ta petite touche de complément d'information, tu n'hésites pas. D'accord. En tout cas, chacune de ces petites questions seront aussi d'une certaine façon reprises à travers le podcast. Ok. Le magnétisme, c'est avant tout un don. Oui et non. C'est une capacité. Alors, j'aime pas le mot don, déjà, parce qu'on a l'impression qu'il y a un esprit supérieur qui nous l'a donné. Je vois pas ça comme ça, je vois plutôt comme une capacité, quelque chose qu'on a en soi, de plus ou moins développé. Tout le monde a du magnétisme, simplement certaines personnes en ont beaucoup plus que d'autres, et ont cette capacité à s'en servir. D'accord, c'est bien résumé. Voilà. En tout cas, tu me pardonneras si parfois j'ai pas les mots justes. Je vais découvrir à travers ton histoire et tes mots, ton métier. Donc n'hésite pas à m'en reprendre si le mot n'est pas adapté à ton ressenti. Tout à fait. Le magnétisme, oui. Est-ce que ça s'apprend dans une école ? Le magnétisme, non. Ça s'apprend pas dans une école. Par contre, l'énergétique, oui. Alors moi, il se trouve que j'ai cette capacité depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à m'en servir, j'étais à la maternelle. Donc D'accord, ah oui, c'est précoce, oui. Ouais, avec ma maîtresse. Alors, sans vraiment le vouloir, mais pour autant, je m'en suis servie pour lui soigner son lumbago.
D'accord. Alors, on a envie d'en savoir plus, là. Alors, sur cette histoire-là, il y a la partie dont je me rappelle, moi, mais toute petite, 3 ans, quand même, première année de maternelle. Et la partie qu'on m'a racontée. Donc, la partie dont je me rappelle, c'est qu'on est dans une petite école maternelle du Berry. Il y a les 3 niveaux de maternelle gérés par une seule maîtresse. C'est un petit village. Et puis, vient l'heure de la récréation et on avait 3 petites marches pour descendre de l'école et aller dans la cour. Je vais jouer avec mes petits camarades et la maîtresse s'installe sur les petites marches, elle s'assied sur les petites marches et puis je voyais qu'elle avait pas l'air bien. Donc je suis allée la voir et puis je sais pas, je lui ai frotté le dos et je sais pas trop ce que je lui ai dit, peut-être t'inquiète pas maîtresse, ça va aller ou je sais pas quoi, j'en sais rien, je sais pas trop ce que je lui ai dit mais je lui ai frotté le dos. Et puis je repars. Et là la maîtresse m'appelle et me dit Alexandra. Je revois son doigt, tout manucuré et tout, parce que c'est une maîtresse très pomponnée. Et donc j'y vais, et elle me dit recommence. Donc je recommence, et elle me dit c'est bien, reste comme ça. Et en fait, moi je me rappelle parce que c'est la frustration de voir tous mes petits camarades qui s'amusent, qui jouent dans le bac à sable et tout, et moi j'ai pas le droit, je dois frotter le dos de ma maîtresse. Oui. Donc voilà, ça c'est la partie dont je me rappelle. Et la partie qu'on m'a racontée après, c'est ma grand-mère qui habitait juste de l'autre côté de la place, où il y avait l'école maternelle, qui vient me chercher à la sortie de l'école, et la maîtresse qui lui dit « Dites donc, Susan, votre petite fille, elle serait pas comme vous par hasard ?» Ah oui, parce qu'elle connaissait déjà un peu l'histoire et les interventions. Ma grand-mère était connue dans le village. Dans le village, à cette époque-là, surtout, c'était surtout les anciens qui s'en servaient. Mais effectivement, je peux donner 6 autres noms de copines, essentiellement des femmes d'ailleurs, de copines de ma grand-mère qui faisaient ça aussi. Donc, c'était très répandu. Sur un village de 2000 habitants, il y avait 7 ou 8 personnes. Oui, mais à cette époque-là, petite fille, tu prends pas conscience que c'est quelque chose que tu as la capacité de savoir faire. Non, c'est vrai qu'à 3 ans, on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Donc... voilà, les années sont passées et... C'était la punition de pas pouvoir jouer avec tes camarades, toi. Pas pouvoir jouer avec les petits copains, de devoir frotter le dos de la maîtresse. Ouais, c'est très sympa comme souvenir, c'est tout mignon. Alors, le magnétisme peut soulager les effets secondaires d'un traitement lourd comme la chimiothérapie. Oui, on peut calmer à la fois les problèmes de nausée, qui sont très très fréquents pour pas dire systématiques d'ailleurs avec les effets de la chimiothérapie, et on peut travailler aussi sur les effets de la radiothérapie avec le côté barreur de feu justement pour éviter que les rayons qui viennent s'attaquer aux cellules cancéreuses ne viennent aussi brûler les cellules saines qui sont autour. Donc en fait l'idée c'est de cantonner la brûlure à ce que elle est censée faire, à savoir détruire le cancer. Oui. D'accord. Donc, on ne guérit pas le cancer, on est bien d'accord, on ne guérit pas le cancer, mais par contre, on vient en complément, en fait, pour aider la personne à vivre sa lutte contre le cancer le moins mal possible. Oui. Plus. C'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire. Ça s'ajoute aux soins. On rajoute un peu d'énergie aussi. La personne qui va être très fatiguée par la chimio, c'est vrai que ça lui évite d'être trop fatiguée. Oui. C'est un petit plus. Voilà. Bien sûr, et je fais un petit aparté par rapport à ce que tu me disais en off justement tout à l'heure, parce que ça fait écho avec ça, avec les brûlures. Tu me parlais aussi d'un hôpital qui avait fait appel à des coupeurs de feu, coupeurs de feu récemment. On dit les deux, coupeurs de feu, barreurs de feu, tout se dit. D'accord. Qui avait justement accueilli les grands brûlés d'une discothèque en Suisse pour pouvoir les aider. Tout à fait. Tout à fait, il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts que la France sur toutes ces médecines complémentaires, en fait, et notamment la Suisse, la Belgique, le Canada, l'Allemagne aussi. Effectivement, ils sont beaucoup plus ouverts et dans ces pays-là, c'est vrai que l'énergéticien ou le chaman, ils ont une porte d'entrée dans l'hôpital. Et on voit même, donc avec cette histoire, je me souviens plus comment s'appelait la discothèque. Oui. Mais bon, tout le monde aura à l'esprit de quoi il s'agit. Oui. Avec le nombre de blessés qu'il y avait, le nombre de grands brûlés qu'il y avait, en fait, les hôpitaux, effectivement, ont fait appel aux barreurs de feu pour venir les aider à calmer les douleurs des gens.
Oui, ça n'a pas été forcément divulgué au tout venant ou à la télévision. On n'en entend pas parler. En fait, faut être un petit peu branché sur les canaux parallèles pour entendre parler de ça. Bien sûr. Mais par contre, en Suisse, c'est passé à la télévision. D'accord. Donc, voilà, ça ne leur pose aucun problème. Oui, en effet. C'est normal. Un magnétiseur, c'est un titre protégé en France. Pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui peut se prétendre magnétiseur ou énergéticien. J'ai envie de dire c'est bien et pas bien. C'est pas bien parce qu'effectivement, on ne sait pas à qui on a affaire. Par contre, c'est bien aussi parce que si demain on nous invente un diplôme de magnétiseur, en fait, il y a plein de gens qui disent non mais moi je suis magnétiseur de naissance, je vais pas aller prouver par A plus B, je vais pas refaire une école pour démontrer ce que je fais depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans. Oui. Voilà. C'est après j'ai envie de dire ce qui doit guider les gens vers un magnétiseur ou un énergéticien, peu importe, on fera peut-être le distinguo après. Bien sûr. Ce qui doit les guider, c'est le bouche à oreille. En fait. Vous vous renseignez dans votre entourage, je cherche un magnétiseur ou un coupeur de feu, un énergéticien. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de quelqu'un qui est bien autour de soi ? Et en général, moi j'ai même des gens qui sont arrivés par le forum de la ville. D'accord. Qui ont posé la question sur le forum de la ville. Bonjour, est-ce que quelqu'un connaît un magnétiseur qui soit bien dans le coin ? Et des clients à moi qui leur ont répondu, oui, allez voir Alexandra. Mais c'est un peu le même fonctionnement que justement les rebooters, parce qu'on ne va pas trouver rebooters aujourd'hui sur Internet. Enfin, peut-être pas au même titre que, voilà, on rechercherait, je sais pas, une esthéticienne ou autre. Là, c'est par bouche à oreille. Ouais, le rebooteux, c'est pareil. Alors, le rebooteux, moi, je fais beaucoup d'association avec le magnétiseur, c'est-à-dire que c'est une capacité qu'a la personne de base. Je suis bien placée pour le dire parce que je le suis aussi. J'avais un arrière-grand-père, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui était rebooteux. Et alors, ne me demande pas comment je sais faire ça depuis que je suis toute gamine, mais quelqu'un qui se fait une entorse, je lui reboote son entorse. C'est-à-dire que la personne, elle arrive avec la cheville gonflée comme ça, elle peut pas marcher, la cheville est bloquée. Oui. À la fois, je débloque la cheville, je fais dégonfler et ça fait cicatriser les tissus et quelques jours après, il n'y a plus rien du tout. D'accord. Et pour ça, est-ce que tu touches ou c'est... Alors, pour le rebootage, oui. Oui, d'accord. Le rebootage, ok. Ouais. Pour rebooter, je touche. Par contre, en magnétisme, je ne touche pas. C'est rarissime. C'est la différence entre les deux ? Rebooteux, on touche, magnétisme, on touche pas. pas. Parce que quelque part, le rebooteux, c'est un peu l'ancêtre de l'ostéopathe. D'accord. Oui, ok. Quelque part. C'est-à-dire que on a créé un diplôme d'ostéopathie pour valider une pratique de gens qui touchaient le corps et qui le réalignaient. Voilà. Dans le temps, avant que les ostéopathes n'existent, c'était les rebouteux qui faisaient ça. D'accord. Donc l'ostéopathie est venue puiser aussi un peu ces techniques ces techniques ancestrales. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il y a une inspiration. Alors peut-être que les ostéopathes d'aujourd'hui vont me sauter à la gorge en entendant ça. Et pourtant, je suis désolée, mais ils sont, c'est les rebouteux modernes. Une douleur physique peut-elle avoir une origine qui n'est pas dans le corps physique ? Oui. De plein de façons différentes. Il peut y avoir une douleur qui est psychologique, qui vient se figer dans une articulation. C'est quand on somatise. Je vais dire un truc tout bête, des douleurs d'épaule, c'est souvent des gens qui portent trop de choses sur leurs épaules. Ça, c'est le langage du corps. Oui. Je pense au livre, peut-être que tu le connais, mais dis-moi où tu as mal, je te dirai. Exactement, tout à fait. Chez le doule. Oui. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi une partie d'énergétique pure, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura une aura qui est fragilisée ou qui est décalée. Alors, notre aura, moi, j'aime bien les images très concrètes pour expliquer les choses de façon simple aux gens. C'est intéressant. Votre aura, c'est votre toiture. Vous êtes la maison et votre aura, c'est votre toiture. Si la toiture, elle est fissurée, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des fuites. Oui. Un premier orage, hop, il y a une fuite, un dégât des eaux dans la maison. Et ben votre aura, c'est exactement la même. Si votre toiture elle est décalée ou si votre toiture elle est fissurée, et ben vous allez être sujet à des douleurs, à des blessures, à des attaques énergétiques, voilà, des énergies négatives qui vont pouvoir venir s'infiltrer et venir vous polluer. Ok. Et puis il y a encore une autre façon d'avoir des douleurs qui ne sont pas dues au corps physique, c'est des douleurs qui viendraient d'un autre espace-temps. Oui, et ça...
Alors, il a un super exemple à nous donner. Alors, on va l'aborder dans le cours du podcast de façon à laisser un peu le suspense. Ouais. Mais tu m'en avais parlé en amont et on va revenir dessus. D'accord. Alors, cette dernière question, elle est pour toi, Alexandra, ou pour d'autres qui rencontreraient la même situation ou qui se poseraient des questions. Est-ce qu'on peut passer du droit à l'énergie sans que sa famille pense qu'on a perdu la tête? Peut-être, en tout cas pas chez moi. C'est vrai que la première réaction, ça a été mais tu peux pas faire ça. Mais tu te rends pas compte. Enfin, t'as tellement travaillé pour faire tes études de droit, non mais c'est pas possible, tu peux pas tout laisser tomber comme ça. Alors que ce soit la famille, que ce soit les amis, hein, les collègues. L'étonnement. Ah oui, non, là, tout le monde est tombé du cocotier. Hein. Oui, parce que c'est deux cursus très différents. C'est-à-dire que le droit, on est quand même dans quelque chose de très cartésien. Ah ben, voilà, la droiture, la justice. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très carré, très avec des œillères, hein, même, je dirais. C'est-à-dire que, voilà, faut que ça rentre dans des cases. Si ça rentre pas dans les cases, c'est pas bon. Qui a été le plus étonné chez toi? Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi cette présence de l'arrière-grand-père et de la grand-mère par rapport à cette capacité. Ouais. Qui est-ce que ça a étonné? Je pense que ça a étonné tout le monde. Tout le monde savait que j'avais cette capacité-là, puisque je m'en servais à la maison pour soigner les proches depuis toujours. Hein. Par contre, je pense que ça a étonné tout le monde que je veuille en faire un métier. Soit dit en passant, je pense que la première que ça a étonné, c'est moi. Parce qu'effectivement, je m'étais tellement battue toute ma vie pour avoir un métier sérieux, pour qu'on me prenne au sérieux, que d'un coup, se dire, allez, je saute le pas et je vais sur cette capacité qui m'a été offerte depuis la naissance. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre, oui et non, parce que par rapport aux souvenirs que tu nous racontais de toi, petite fille, à l'école, c'est un peu un retour aux origines. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que on n'est pas dans une société, alors là en plus je reviens presque 10 ans en arrière, quand j'ai fait mon burn-out, on n'est pas dans une société qui accepte comme ça les médecines complémentaires. Ça s'ouvre de plus en plus. D'une année sur l'autre, je vois vraiment la différence. Les gens sont quand même de plus en plus ouverts. Mais par exemple, quand je faisais mes études dans les années 90, c'était pas possible, quoi. C'était du grand n'importe quoi. Oui. Je pense que j'aurais été bonne pour la petite blouse blanche avec les grandes manches. Mais là, c'est vrai ce que tu dis depuis, alors je dirais 5-6 ans, ça se démocratise, il y a un petit peu moins de tabou autour de... Et moi, je fais le lien avec le Covid. Spirituel. Tout à fait, c'est pour ça que je disais 5-6 ans où les gens ont été voir ce qu'il existait à côté. Tout à fait. Depuis la période Covid, en fait, les gens, j'ai l'impression que les gens ont perdu la confiance dans les médecins. Les médecins, la médecine conventionnelle, les institutions même, globalement. Et du coup, se sont tournés un peu plus vers des choses plus naturelles, des façons plus douces de se soigner, moins invasives. Et j'ai vraiment l'impression que le Covid, ça a fait une différence. Ça a marqué un tournant. Ça a marqué un tournant. Dans la recherche de ce qui peut faire du bien. Tout à fait. Pas forcément de ce qui peut soigner, mais de ce qui peut faire aussi du bien. Tout à fait. Alors justement, on quitte ce petit quiz oui-non pour revenir sur ton parcours de juriste à magnétiseuse. Donc toi, quand tu étais juriste, tu as travaillé sur les dossiers des victimes du Bataclan. Ouais. Comment on passe de ce quotidien-là à un cabinet de magnétisme dans un chalet en Essonne? Ouais. Alors, c'est vrai que c'était un métier que j'exerçais depuis 22 ans. J'ai commencé par gérer des dossiers légers, puis progressivement, j'ai géré des dossiers de plus en plus lourds. Et à la fin de ma carrière dans ce métier-là, en fait, j'étais inspecteur sinistre. D'accord. Donc, l'inspecteur sinistre est quelqu'un qu'on dépêche sur place pour aller voir les victimes dans les cas de dossiers très graves, des blessures très graves ou des décès. En général, quand on voit arriver l'inspecteur, c'est que, j'ai envie de dire, c'est pas bon. Ouais, c'est lourd. Ça présage des séquelles lourdes. Ouais. Donc, en général, il peut y avoir quelques surprises, mais en général, ça présage quand même des séquelles lourdes. Et c'est vrai qu'on nous avait dépêchés sur les dossiers Bataclan.
Alors, autant mon rôle en tant que juriste, c'était de transiger avec les avocats des victimes ou avec les victimes en direct, leur indemnisation. Autant pour le Bataclan, c'est pas les assureurs qui payaient, hein, c'est le fonds de garantie qui est intervenu puisque c'est un acte de terrorisme. Mais on était là pour aider les gens dans la préparation de leur dossier. Enfin, voilà, c'était vraiment de la démarche clientèle, aller au soutien de ces assurés. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé les inspecteurs. Mais du coup, c'est vrai qu'on a été envoyés dès les premiers jours. La charge émotionnelle, c'est quand même pas la même que la charge émotionnelle d'un accidenté de la route. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que la gravité des faits et de la situation ont participé à te détourner un petit peu de ton métier, ou est-ce que c'était une accumulation de plein de choses? Je pense que c'était une accumulation de plein de choses. Je pense que je le couvais depuis un certain temps, ce burn-out, parce que j'en avais un peu marre de faire ça, de me sentir un chéquier ambulant. Parce que c'est un peu ça. Hein. Et en fait, ça, ajouté à du harcèlement professionnel aussi, enfin voilà, tout un tas de choses, une grosse fatigue, parce qu'on faisait 60-70 heures par semaine. Donc c'était vraiment... Voilà, je faisais beaucoup de kilomètres aussi, je faisais des centaines de kilomètres par jour pour aller voir les victimes, j'étais sur plusieurs départements, donc c'est vrai que c'est fatigant. Donc la fatigue, le stress, quand on a mes capacités à aller voir des gens qui ont subi le Bataclan, voilà. Oui, parce que... La décharge émotionnelle, hein, elle est quand même colossale. Oui. Parce que tout un chacun qui prend sa voiture sait que potentiellement il peut avoir un accident. C'est un risque qu'on accepte. Finalement, quand on prend sa voiture. Par contre, aller voir un concert ou aller sur une terrasse de café, on n'est pas censé se faire tirer dessus à coups de Kalachnikov. Bien sûr. Donc, la dimension psychologique est tout autre. C'est beaucoup plus traumatisant pour les gens qui l'ont subi. Donc, et les gens qui l'ont subi, les gens qui sont intervenus aussi, hein, les forces de l'ordre qui sont intervenus pour libérer le Bataclan, les soignants qui étaient sur place, les gens qui étaient autour, la population qui était autour et qui a hébergé des gens qui sortaient en trombe du Bataclan pour les mettre à l'abri. Large. Le retentissement est énorme. Et finalement, même nous, inspecteurs, on a été reconnus comme étant des dommages collatéraux parce que, effectivement, vu qu'on est allé prendre en charge les gens très rapidement derrière, sous 3-4 jours, on était avec les gens, c'est vrai qu'on s'est pris les décharges émotionnelles des gens. Bien sûr. Donc c'était assez... Je me souviens de la dernière victime que je suis allée voir, un jeune homme qui avait 17 ans, qui était dans la fosse du Bataclan, là, devant la Seine, avec son père. Quand ils ont commencé à leur tirer dessus, en fait, il est tombé et les autres leur sont tombés dessus. Il était sous le cadavre de son père et des dizaines d'autres personnes qui étaient autour. Autant vous dire que ce jeune homme, il est complètement détruit. Lui, il n'a pas été blessé, mais... à l'intérieur, c'est tout comme. Oui. Soigner ce genre de traumatisme avec les méthodes qu'on connaît aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant, justement. C'est complètement insuffisant, ouais. Et là, c'est vrai que je suis sortie de chez lui, j'ai tiré la porte de chez eux, je me suis dit, ce n'est pas à moi, cette douleur ne t'appartient pas. J'ai fermé leur portail, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Je suis montée dans ma voiture, j'ai claqué ma porte, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Mais c'est... Voilà. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est vrai que tu parlais d'aura. Je pense aussi qu'à travers le métier que tu fais, il y a quand même une certaine sensibilité aussi à l'autre. Comment on gère de telles émotions quand on détient aussi tout ça? Ouais, ben justement, c'est difficile. C'est difficile à tel point que j'ai fini par faire un burn-out. Ouais. Il arrive un moment où c'est trop. Où c'est trop. Et comme à l'époque, en plus, j'étais pas du tout tournée sur utiliser toutes mes compétences dans leur pleine acception, c'est vrai que je me protégeais pas. Clairement, je me protégeais pas. Donc j'arrivais comme ça et je me prenais les décharges émotionnelles, énergétiques des gens et c'était colossal. Je comprends. Et à quel moment arrive donc il y a cet événement, le Bataclan, extrêmement douloureux avec un retentissement au niveau national même. Il y a cette accumulation de difficultés, de mal-être aussi dans le cadre professionnel et l'arrivée de ce burn-out. Et comment arrive le magnétisme?
Alors le magnétisme, je l'ai toujours utilisé, hein. Même pendant que j'étais juriste, mes proches, je m'en servais régulièrement. Les proches, les copains, voilà. Et, parfois les copains des copains. D'accord. Donc je m'en suis toujours servi. Okay. Donc j'ai toujours eu une pratique minimum, quoi, on va dire. Donc il a jamais été complètement mis au placard. Oui, parce que tu disais à l'époque de ce métier-là, c'est pas un vrai métier, c'est le truc des anciens. Donc tu le pratiques, c'est ça, toi pour les autres, mais pas en tant que vrai métier. Voilà, je m'imaginais pas qu'on puisse en faire un métier. Et puis un jour, elle me dit, mais pourquoi vous pourriez pas en faire un métier? Et là-dessus, je commençais à essayer de réfléchir à ce que je pouvais faire de mon avenir. Et j'allais sur des stages, des petits ateliers avec l'APEC. Et la conseillère de carrière que j'ai vue à l'époque, pareil, m'a fait la même réflexion. Mais pourquoi vous vous en servez pas? C'est génial. Pourquoi vous créez pas votre activité? Et je lui dis, mais c'est pas un métier. Elle m'a dit, mais pourquoi donc ce serait pas un métier? Elle me dit, mais enfin, mais si, c'est un métier. Vous avez cette capacité. Réfléchissez. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi longuement. Puis un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je risque au total? Je risque pas grand-chose. Si ça fonctionne pas, je retourne au juridique, à ce que je sais faire. C'est pas parce que je vais mettre une parenthèse de 1 an, 2 ans, 3 ans pour essayer de lancer cette activité que mes compétences précédentes, elles disparaissent. Elles sont toujours là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et t'as sauté le pas. Et j'ai sauté le pas. Et là, mon mari m'a dit, mais tu peux pas faire ça. Et je lui ai dit, regarde bien comment je peux pas. Ça y est, c'est fait. Et aujourd'hui, je suis inscrite à l'URSSAF. Il en pense quoi? Et aujourd'hui, il me dit qu'il est extrêmement fier de moi. Il m'a dit, franchement, j'aurais jamais cru que tu puisses en faire une activité viable. Parce que j'en suis à ma 8e année. Et je suis toujours là. Justement, pour que tu nous expliques un petit peu plus, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est le magnétisme, qui aurait pu en avoir entendu simplement parler, ou alors qui aurait des idées un peu préconçues sur ça, qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce qui se passe quand une personne vient te voir pour une séance de magnétisme? Le magnétisme, c'est une sensibilité énergétique, d'une part, et puis d'autre part, c'est une capacité énergétique. Tout le monde a du magnétisme en soi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et simplement, c'est une question de dosage, si j'ose dire. On va parler simple. C'est une question de dosage. Monsieur, madame, tout le monde a une petite dose, et les gens comme moi, on a une dose beaucoup plus importante. Et entre les deux, il y a les énergéticiens, c'est des gens qui en ont plus que la moyenne, qui sont très sensibles, mais qui ne savent pas spontanément comment faire et ça leur vient pas. Et ceux-là, ils apprennent. Voilà. Et quand tu parles de sensibilité, on est sur une sensibilité émotionnelle, physique? Absolument tout. Émotionnelle, physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir et qui est en souffrance, alors il y a plusieurs étapes. En général, elle arrive, je vais dire n'importe quoi, quelqu'un justement qui est en train de faire un burn-out ou qui le couve bien fort, qui arrive, qui s'assied devant moi, je sens les énergies très très faibles, très usagées, voire même les énergies négatives. Et là, je me mets à bâiller. À bâiller. Alors je dis toujours aux gens, vous inquiétez pas, c'est pas que je suis très fatiguée, c'est juste que je suis en train de recycler ce que vous émettez. Donc en fait, j'absorbe et en bâillant, en fait, je transmute l'énergie. Et ça arrive spontanément chez toi? Spontanément. Ça se fait tout seul. C'est ta réceptivité. C'est ma réceptivité. Parfois, je vais leur dire, ça fait mal à l'épaule droite, là, non? Et ils me disent, comment vous savez? Parce que j'ai mal dans mon corps à moi. Et vu que j'avais pas mal avant, c'est pas à moi, c'est à vous. Donc ça peut être ça, ou ça peut être parfois une information qui tombe d'un coup. Vous avez perdu un enfant récemment? Et là, la personne qui me dit, oui, j'ai avorté, mais comment vous savez? Voilà, l'information est tombée. Tu filtres pas? Ça arrive? Ça arrive. En général, si elle arrive, c'est qu'elle est pertinente. Alors parfois, je peux sentir que la personne est un peu trop dans le contrôle, un peu trop sur ses gardes, que c'est une personne qui est venue parce que la mère, la belle-sœur, que sais-je, sa femme lui a dit « Va voir absolument ». Ça, c'est souvent les hommes. « Va voir, mais va la voir ». Mais puisque je te dis qu'il faut que tu ailles la voir. Donc, ils finissent par céder pour avoir la paix. Donc, ils arrivent. Et puis, donc souvent les messieurs, ça.
Ils arrivent et puis ils me disent « Non mais de toute façon, je crois pas à ce que vous faites. » Ok. Moi, j'ai un monsieur en tête là. Clairement, il m'a dit « Je ne crois pas à ce que vous faites. » Je dis « Bon, écoutez, ok. » Et alors là, il me regarde et il me dit « Mais vous essayez pas de défendre votre beefsteak ?» Je dis « Bah non, vous avez votre idée préconçue. Je vais pas vous la changer. Mais maintenant, vous êtes là. Donc, vous voyez, on est dans un petit chalet, c'est sympathique. Autant en profiter. Vous allez être allongé sur la table de massage, une petite musique douce dans la pénombre. Bon, vous allez faire la sieste, ça va bien se passer. » Donc, du coup, un peu décontenancé, il s'installe. Moi, je commence à travailler. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, à la fin, en fait, les gens que je magnétise sont un peu dans un état de conscience modifié eux aussi. C'est-à-dire que le magnétisme, c'est très apaisant. Et ça met la personne un peu comme dans un état de méditation ou d'hypnose. Exactement. Ça fait vraiment un effet comme ça. On est là sans être là. Voilà. Mais on est bien. Et donc du coup, je dis toujours, je réveille les gens. C'est pas vraiment, je les réveille. Encore que j'en ai quelques-uns qui s'endorment vraiment, mais mais voilà. Donc je touche l'épaule tout doucement de la personne et je lui dis voilà, j'ai terminé. Et le monsieur, il me regarde et il me fait oh là là, mais j'ai senti des trucs, c'est un truc de fou. Il y avait des frissons, il y avait des courants d'air, il y avait des vagues. Donc je dis ah c'est bien, vous avez ressenti plein de choses. Et le fait que les gens comme ça arrivent avec des idées préconçues, donc on le voit à travers ce monsieur, c'est pas forcément une barrière pour que ça fonctionne, mais est-ce que ça peut l'être la plupart du temps ? Alors, de façon peut-être étonnante, c'est finalement les gens qui y croient dur comme fer qui sont les plus difficiles à magnétiser. D'accord. Et à soigner en général. Il y a trop d'attentes peut-être ? Exactement. Il y a beaucoup trop d'attentes, ils s'attendent à vivre des trucs incroyables, des phénomènes pas possibles. Et en fait, ils sont déçus. Parce qu'en fait, ils bloquent. Tellement ils s'attendent à des choses, ils sont aux aguets. Donc en fait, ils sont complètement dans le contrôle, au lieu d'être dans le lâcher-prise. Oui. Alors que la personne qui n'y croit pas, elle arrive, elle se dit, de toute façon, ça marchera pas. Donc, d'accord. Je crains pas grand-chose. Donc voilà. Donc en fait, elle est tout chakras ouverts, comme je dis. Et là, pour moi, c'est un boulevard. Ok. Finalement, je préfère les gens qui n'y croient pas, qu'elles viennent me voir. Et là, franchement, c'est royal. Alors Alexandra, c'est vrai que ces métiers-là ne sont pas forcément encadrés, il n'y a pas d'ordre professionnel, pas de contrôle. Qu'est-ce qui, selon toi, distingue un praticien sérieux de quelqu'un qui pourrait peut-être mettre les gens en danger ? Alors pour moi, déjà, il y a un indice qui est assez fiable, le montant qu'il vous demande. D'accord. Quelqu'un qui vous demande une somme pharaonique, genre 150 € la séance, c'est quelqu'un qui est plus intéressé par l'argent que vous allez lui rapporter que par votre bien-être. J'ai grandi avec cette idée-là que quand on a ces capacités, c'est pour le bien commun. C'est pas pour devenir riche et c'est encore moins pour manipuler les gens. Donc, quelqu'un qui vous demande une grosse somme d'argent et qui vous dit qu'il va vous guérir la sclérose en plaques en plus, on oublie. Oui. En direct. Toutes ces maladies qui sont très sérieuses, le cancer, une sclérose en plaques, ou qui nécessitent une prise en charge médicale. Les maladies vraiment très invalidantes. Le magnétiseur ou l'énergéticien qui vous dit qu'il va vous en guérir, fuyez. Oui, fuyez. C'est vrai que c'est des maladies où on peut se sentir tellement démuni qu'on a envie de tout essayer. Et on est prêt à croire à un peu tout. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent en abuser. Alors, sincèrement, j'en ai jamais rencontré, moi. Donc, j'aime à penser que le pourcentage de charlatans est infime. Je le pense vraiment. Mais effectivement, ça peut arriver. D'accord. Donc, la meilleure façon de savoir si vous avez affaire à quelqu'un de sérieux, c'est de vous le faire recommander. Ce que tu disais tout à l'heure, le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, quelqu'un qui vous dit « il va voir telle personne, elle est très bien, machin ». Il y a une idée aussi que je voudrais peut-être casser. Il y a des gens qui s'imaginent que dès lors qu'on est un magnétiseur ou un guérisseur, un énergéticien, peu importe la façon dont on l'appelle, s'il est sérieux, forcément il va vous soigner. Oui et non.
Alors, soigner, déjà, et d'une, ce n'est pas guérir, on vient de le dire. Et puis, et de deux, c'est pas parce que on va voir un magnétiseur que ça va forcément fonctionner. Je m'explique. Quand vous essayez de capter, je vais dire n'importe quoi, Radio FG, et que vous mettez sur le canal de Chérie FM, on est d'accord, vous captez pas Radio FG. Oui. Voilà. Eh bien, le magnétisme, c'est exactement la même chose. On travaille avec des fréquences vibratoires. Hein, c'est de la physique. On travaille avec des fréquences vibratoires. Donc, si la personne que vous traitez n'est pas sur une fréquence vibratoire proche de la vôtre, que vous pouvez pas aller vous aligner sur la sienne, ça fonctionnera pas. Ça veut pas dire que vous êtes un charlatan et que vous êtes pas bon. Ça veut dire que juste, vous êtes sur des fréquences trop différentes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le chaman ou le professionnel? C'est-à-dire qu'il envoie le patient vers quelqu'un d'autre? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, j'ai le souvenir d'une dame qui est venue me voir en cassant un de mes confrères que je connais très bien, en me disant non mais il est pas bon, ça a pas marché ce qu'il m'a fait, je l'ai vu 3 fois et ça a pas marché. Je lui dis c'est pas forcément qu'il est pas bon parce que je le connais, c'est quelqu'un qui est très compétent, qui fonctionne très différemment de moi, mais voilà, je pense qu'il y a autant de magnétisme que de magnétiseurs. Et pour autant, il fonctionne très bien sur d'autres gens, simplement sur vous ça a pas fonctionné. Moi ça a marché. Ça veut pas dire que moi je suis bonne et que lui est mauvais. Ça veut dire juste qu'il y avait un problème d'alignement des fréquences vibratoires. Il y a des personnes, moi que je reçois, ça m'arrive d'avoir des échecs ou des semi-réussites. C'est-à-dire que je peux améliorer un peu, mais pas suffisamment par rapport à ce que j'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Oui. Et auquel cas je leur dis, moi je suis allée au bout de ce que je pouvais faire pour vous. Il faudrait essayer de changer, essayer de trouver quelqu'un d'autre qui soit plus en phase avec vous. Ouais, et dans ces cas-là, il m'arrive de recommander ce fameux monsieur. Oui, c'est un peu aussi ce qui anime la vie sociale, j'ai envie de dire, de tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui on s'entend, des gens avec qui on s'entend bien, et ceux avec qui on a, on dirait, le feeling. Ouais. Et voilà, c'est des personnes qui vont nous accompagner sur une partie de notre vie. Là, bon, c'est différent, c'est le temps d'une séance, mais il faut qu'il y ait cette vibration entre la personne qui est accompagnée et l'accompagnant. Il y a une grosse méfiance à avoir aussi, c'est les gens qui vous demandent 1 milliard de séances. 1 milliard, évidemment, j'exagère. Mais qui ont besoin d'avoir plusieurs séances. Alors, plusieurs, oui. Plusieurs, c'est OK. 3, 4, 5 séances, c'est OK. Ouais, d'accord. Par contre, quand on vient à dépasser 5 séances, c'est qu'on est au-delà de ce qu'on peut faire. D'accord. C'est que là, on peut plus faire mieux. Et auquel cas, il faut passer la main à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui vous dit, il me faudra peut-être 2, 3 séances, peut-être 4 même, c'est OK. Il n'y a pas de problème. À la limite, c'est plus honnête qu'un qui vous dit, ah non mais moi je vais vous guérir en une seule séance. Non. Enfin voilà, il y a certaines choses, oui, ça fonctionne, mais d'autres pas. Alors ça, c'est une problématique aussi de la clientèle. Les personnes qui arrivent et qui vous disent, bon alors... voilà, je voudrais que vous me soigniez. Ok, mais vous venez pourquoi? Bah, c'est à vous de me le dire. Alors non. Un bon magnétiseur, il a une déontologie aussi. Magnétiseur, guérisseur, chaman, quelle que soit la spécialité, il doit avoir une déontologie. La mienne, elle est exposée d'ailleurs dans mon cabinet, c'est on ne va pas au-delà de ce que la personne est prête à entendre et à subir. C'est-à-dire que si une personne vient pour des maux de ventre, que moi, je sens qu'il y a une problématique ailleurs, si la personne n'est pas prête à l'entendre, je ne pousse pas. Je vais l'aider à soigner ses maux de ventre. Éventuellement, je vais semer la petite graine pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a autre chose à travailler, qu'il y a peut-être une dimension psychologique, une dimension émotionnelle, peut-être. Voilà. Je vais aller lui dire, enfin, lui... Suggérer. Mais, à aucun moment, je vais faire de mon propre oui, de ton propre chef, oui, tout à fait. Le diagnostic d'autres choses. Chef, d'aller traiter autre chose que ce que la personne est venue traiter. Parce que tout simplement, si la personne n'est pas prête, on peut faire plus de mal que de bien. Oui, je comprends. Et là aussi, sans pour autant être charlatan, finalement, à vouloir trop bien faire, on peut mal faire. Oui, et après, il y a un retentissement sur la personne et sur les jours qui vont suivre, dans sa façon d'appréhender peut-être sa vie, d'être à l'écoute de son corps. Voilà.
pas mal de conséquences. Cette petite dame, je lui ai expliqué ça et elle a compris. Donc je lui ai dit donc maintenant, pourquoi êtes-vous venue me voir? Elle m'a dit non mais je pensais que vous saviez. Je dis, je peux vous dire ce que je ressens, mais c'est pas forcément ce pourquoi vous êtes venue. Donc dites-moi ce que vous voulez qu'on travaille. Et après, si vous me dites, je suis ouverte à ce que vous me disiez tout ce que vous ressentez, là, ok. Je peux lâcher et puis vous dire tout ce que je perçois moi. Donc tu poses ton cadre. Mais je pose mon cadre. Voilà. Toi, tu te décris comme étant un peu une touche à tout. Tu dis que ton activité, c'est un peu une entreprise qui évolue avec toi. Il y a le magnétisme, il y a le coaching, il y a l'ostéothérapie, les massages, le chamanisme. Comment toutes ces pratiques se sont ajoutées les unes aux autres et comment est-ce qu'elles s'embriquent aussi les unes avec les autres lors de ta pratique? Tout est parti donc du magnétisme et avec le magnétisme et le côté rebouteux, que ça j'ai de base. En fait, il y a le massage. Quand je reboote, je masse. Je vais masser la cheville, voilà. Donc, et le massage, j'ai toujours fait, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours massé ma maman, qui avait des gros problèmes de dos, donc et qui me disait que ça lui faisait un bien fou. Donc, voilà. Donc j'ai toujours massé. Donc je me suis dit, partir sur une activité magnétisme, massage, c'est plutôt pertinent, puisque quand on masse, on émet l'intention de soigner les gens. D'ailleurs, les gens qui viennent se faire masser chez moi le ressentent tout de suite. Ils me disent « Oh là là, vos mains sont brûlantes d'un coup !» C'est le magnétisme qui est en train de passer. D'accord, ok. Voilà. Donc, le massage et le magnétisme, pour moi, c'était vraiment intimement lié. Et avec ce côté rebouteux, en fait, je me suis dit « Mais il ne faudrait pas qu'un jour, on me dise quelque chose sur ce côté rebouteux. » Et j'ai découvert sur les réseaux sociaux l'ostéothérapie, qui est une toute petite sœur de l'ostéopathie. C'est-à-dire que on va toucher le corps, on fait pas vraiment des manipulations, on fait des pressions. D'accord. On fait des pressions sur le corps, on va révéler des endroits qui sont dysfonctionnels dans le corps. Et par un mouvement qu'on fait faire à la personne, tout en gardant la pression sur l'endroit dysfonctionnel, en fait, le corps va s'auto-réparer. Il va aller lui-même corriger ce qui va pas. Oui, c'est ce que tu disais justement sur cette méthode en off. Ouais. L'ostéothérapie, il y a aussi la méthode Dorn et la méthode Knapp. Si je me trompe pas. Tout à fait. Et c'est comment le corps peut s'auto-réparer. C'est ça. Alors, quand on travaille en Dorn, on travaille plutôt sur le squelette. D'accord. Sur le positionnel, sur l'alignement du corps. En fait, Monsieur Dorn, qui était un Allemand, il partait du principe que le corps humain, c'est une table, donc avec 2 pieds de chaise, un plan et des assiettes qui s'empilent. Donc, on aura bien fait le rapport avec les jambes. Le plateau, c'est le bassin, et puis les assiettes, les vertèbres. D'accord. Et en fait, il disait, si vous partez d'entrée de jeu avec une table qui a un pied qui est plus court que l'autre, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un pied qui est plus court que l'autre, le plateau de la table, il est de travers. Donc après, les assiettes, elles se mettent comme elles peuvent pour essayer de rétablir l'équilibre. Donc il disait, on va commencer par traiter les jambes. Et on traque la fausse jambe longue. Donc la fausse jambe longue, c'est quoi? Typiquement la position dans laquelle on est toutes les deux. Là, on est en train de se créer des fausses jambes longues. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que dans la position jambes croisées, en fait, on a la jambe qui est tractée vers l'avant. Ouais. Le fémur, il est tracté, mais aussi les os de la jambe qui sont tractés vers l'avant. Donc, quand on va se relever, il y aura un écart plus grand entre nos os ici, d'accord, et là dans la hanche, que de l'autre côté. Donc, on va être un peu bancal. Donc, on va être un peu bancal. Alors, si vous le faites 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ça crée pas une difficulté. Par contre, quelqu'un qui travaille en bureau, chez soi, et qui est tout le temps dans la même position, et tout le temps la même jambe. Oui. Du coup, tu alternes. Ouais, j'alterne un petit peu, histoire d'être bancal, bancal équilibré. Voilà. Mais quelqu'un qui va le faire toujours du même côté, de la même jambe, ben, au bout d'un moment, effectivement, ça va créer des espaces plus grands entre les os. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller resserrer tout doucement. Donc, on appuie. J'appuie sur la cheville, après, enfin, sur le talon, après, sur la jambe.
et je fais faire un mouvement, le mouvement naturel de la cheville ou de la jambe, en fait, plier, déplier, plier, déplier, tout en appuyant. Et comme ça se resserre tout doucement, sans jamais aller coincer. Oui, donc ça peut être aussi, je pense aux personnes qui passent beaucoup de temps derrière un bureau, comme tu disais, ça peut te consulter pour ça, ça peut être aussi une méthode un peu de prévention. Complètement. D'accompagnement, de soulagement des maux du quotidien professionnel. Dès qu'on sent qu'on a une tension qui arrive dans le dos, dans les hanches, dans les genoux, oui, il faut pas hésiter. Parce qu'effectivement, souvent, c'est pas grand-chose, c'est une séance d'1 heure. Et ça permet de recaler. Donc ça, c'est la méthode Dorn. D'accord. Et la méthode Knapp, on va travailler sur les parties molles. Donc sur les muscles, les tendons, les ligaments. Voilà. La méthode Knapp, en fait, on va chercher des points qui sont des points musculaires réflexes. Pareil, on prend appui avec le pouce, on reste là et on dit à la personne simplement de respirer. Pourquoi ? Quand vous respirez de façon comme ça, très déliée, donc une inspiration profonde, une expiration jusqu'au bout de l'expire, en fait, on relâche les tensions musculaires et comme avec mon doigt, je suis focalisée sur le problème qui est à régler, et ben le corps vient particulièrement porter son attention là-dessus. D'accord. Il y a pas un peu d'inspiration aussi de la chiropraxie ? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Il y a un petit peu de tout ça, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Dorn et Monsieur Knapp, en fait, c'était des gens qui travaillaient la terre, donc qui n'avaient aucune connaissance médicale. Oui. Et voilà, c'est des Allemands. Et ils ont sorti des techniques. Knapp, par exemple. Une bonne partie des points Knapp sont les mêmes que ceux qu'on a en trigger point ou en acupression. D'accord. C'est intéressant de se dire que des continents différents, des pays différents, qui ne connaissent pas les pratiques respectives des autres, arrivent à trouver les mêmes choses. Ça se rejoint. C'est bien la preuve qu'il doit y avoir quelque chose quand même. C'est possible. De tout à fait rationnel là-dedans. Et d'ailleurs, donc si je reviens là sur le rebootement, toi tu rebootes aussi les chevilles. Oui. C'est encore un autre savoir-faire. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas... Les chevilles, spécifiquement. Ne me demande pas pourquoi. Surtout les chevilles. Surtout les chevilles, voilà. Tous les chevilles. Ce qui peut paraître étonnant parce que c'est quand même une articulation qui est très complexe. La cheville, le pied, il y a beaucoup de petits os. Et dès lors que j'ai un pied dans mes mains, en fait, je sens ce qui est aligné, ce qui est pas aligné. Je sens comment je dois tourner tout doucement pour que ça se remette en place. Et j'y vais, encore une fois, très très doucement. Je commence par masser pour faire dégonfler. Et ensuite, voilà. C'est de l'ordre du massage et du micro-mouvement. Je ne tire pas, je ne fais pas craquer, rien de tout ça. Je me prends pas pour un ostéo qui n'en est pas un. C'est pas du tout le sujet. Non, en fait, c'est entre le magnétisme qui va chauffer et qui va aller indiquer au corps que non, là, ça va pas, il faut recaler. Et mes petites mains qui, spontanément, vont aller positionner le pied dans la position dans laquelle il a besoin d'être pour pouvoir se recaler tout seul. D'accord. Oui, c'est à la fois être à l'écoute du corps de l'autre qui parle, mais être à l'écoute aussi de ton propre corps. Tout à fait, de mon ressenti à moi. Ouais. Par le magnétisme, on est beaucoup dans son propre corps aussi. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup l'ancrage. Quand on est magnétiseur, il faut travailler l'ancrage. Il faut savoir quels sont les endroits dans lesquels on est bien, pas bien. S'il y a des endroits où j'ai des tensions, si j'ai des douleurs quelque part, il faut que je le sache avant de commencer ma journée de travail. Sinon, quand je vais ressentir une douleur de quelqu'un d'autre, comment je vais savoir que c'est la sienne et pas la mienne ? Oui. Donc l'ancrage est absolument indispensable pour pouvoir faire du magnétisme ou de l'énergétique. Faire un scan corporel de toi-même avant de passer le relais à l'autre. C'est ça. Alors, avant qu'on aborde le dernier point de ce podcast qui porte justement sur les mémoires akashiques et un souvenir de pratique intéressant que tu as aussi à nous confier, t'es venu avec plein d'objets aujourd'hui, dont certains sont sur la table, d'autres juste à côté de toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors ça, ce sont mes outils de travail. Que ce soit en magnétisme ou en chamanisme, je m'en sers beaucoup. Alors, tout devant toi, ici, on a une labradorite. C'est la pierre du guérisseur, la labradorite. D'accord. Donc, c'est une pierre qu'on utilise pour nous, les guérisseurs, pour se protéger, en fait, des énergies
négatives, usées des consultants. D'accord. Donc celle-là, elle est sur mon bureau, elle trône entre le consultant et moi pour me préserver. Il n'y a pas besoin, enfin tu ne la touches pas, c'est juste sa présence. Là, voilà, elle absorbe. Ok. Voilà. À côté ici, on a une tourmaline. La tourmaline, c'est très joli en plus. C'est une pierre comme toutes les pierres noires, c'est une pierre d'ancrage et c'est une pierre de protection. D'accord. Pareil, elle va protéger de façon un peu différente, mais elle va protéger notamment des ondes électromagnétiques, vraiment très puissantes pour empêcher en fait les énergies négatives de passer. Donc moi j'en ai sur chaque ouverture de mon cabinet et de ma maison aussi d'ailleurs. D'accord. Toutes les ouvertures, les fenêtres, les portes, en fait, pour que les gens qui passent, que ce soit nous, les occupants, ou que ce soit les clients, ou les visiteurs à la maison, d'accord, que tous les gens qui arrivent avec leurs ondes négatives, là, qu'elles soient attrapées par la tourmaline au passage. D'accord. Okay. Voilà. Et puis la petite dernière, là, c'est un cristal de roche, appelé aussi quartz blanc. Mm-hmm. Le quartz blanc, c'est une pierre qui est amplificatrice. C'est-à-dire qu'elle va amplifier les énergies d'une autre pierre. Par exemple, si vous travaillez en lithothérapie, donc en soin avec les pierres, elle va amplifier les capacités d'une autre pierre si vous la mettez avec. Et moi, je m'en sers beaucoup sous ce format-là en chamanisme. Mm-hmm. Quand je fais des recouvrements d'âme. D'accord. Le recouvrement d'âme, en fait, les petits bouts d'âme perdus, ça nécessiterait presque un podcast à part entière. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, tout à fait. Les petits bouts d'âme perdus par la personne et que je vais récupérer, en fait, je les stocke dans mon cœur. Mm-hmm. Et ensuite, comme ça, je viens les souffler dedans. Et avec le cristal, ça amplifie. Et ça vient... et ça se change, ce type de pierre, si ça récupère tout, ou est-ce que c'est toujours la même? Alors, le cristal de roche, c'est... indétrônable, on s'en sert même pour recharger les autres pierres. D'accord. Donc celle-là, elle est increvable. La labradorite, c'est un peu le même combat, faut la recharger de temps en temps. Mm-hmm. Soit à la lune, soit au soleil, en fonction des teintes qui sont dedans. Si elle est plus sur des teintes bleutées, ce qui est le cas de celle-ci. Ah oui, quand tu la tournes, on voit effectivement les changements de couleur, c'est très beau. Les couleurs qui sont majorité bleutées, on va recharger à la lune. Si les changements de couleur sont plus sur le jaune, il y en a certaines où les changements de couleur se font plus sur le jaune, et bien dans ce cas-là, on recharge au soleil. C'est très très beau. Et les pierres noires, ça se recharge pas, c'est auto-wash. Mmh. C'est formidable, c'est auto-wash, la pierre noire. Pas besoin de la recharger, pas besoin de la purifier. Ça se fait tout seul. D'accord. Voilà, ça c'est pour les pierres. Autre petite table. Alors ici, il y en a mon petit pendule préféré pour les séances de magnétisme et d'harmonisation énergétique. C'est un cristal de roche aussi qui est sur la pointe. Pareil, l'idée, amplifier les vibrations. Alors le pendule, je m'en sers à la fois sur la personne qui est présente au cabinet, mais aussi quand je fais un soin à distance. D'accord, ok. Oui, on avait reçu une énergéticienne sur les premiers podcasts qui disait travailler à distance avec le pendule, justement. Pour les soins à distance, effectivement... En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Nom, prénom, date de naissance de la personne. Je mets au-dessus du nom et puis je lui dis, prends contact. Mm-hmm. Alors là, il n'y a rien en dessous. Ça bouge pas. Prends contact. Ok. Et ça prend contact avec qui ou avec quoi? Avec l'énergie de la personne. D'accord. Donc là, je prends contact avec ma propre énergie. Mm. Bon, ok, très bien. Tu fusionnes bien avec toi-même. Ça va. Ça va. Ça, je m'en sers aussi à la fois pour le magnétisme, l'harmonisation énergétique et le chamanisme. C'est un plumeau, en plume de chouette et plume d'aigle. Il y a les deux. Okay. Voilà. Et en fait, comment je fais, c'est qu'en général, j'utilise ça également. Donc, un petit coquillage pour les éléments. En fait, on travaille beaucoup avec tous les éléments en chamanisme. L'eau, la terre, le feu et l'air, c'est la fumée qui va se dégager. D'accord. D'accord. Donc, je vais faire chauffer, faire brûler ma sauge blanche. Voilà, par exemple. Et puis, quand il y a un petit peu de fumée qui se dégage,
Donc là, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne le regardent pas forcément, en fait, voilà. tu vas allumer. J'allume ma sauge blanche et quand ça fume, avec mon plumeau, je vais nettoyer l'énergie de la personne. Voilà. Donc la sauge, c'est le Karcher. Et c'est que la sauge. Ça nettoie fort, surtout la sauge. D'accord. La sauge, ça nettoie très fort. Ce petit bâton-là, on en voit de plus en plus, c'est du Palo Santo. Alors ça vient du Canada et de l'Amérique du Nord. Le Palo Santo, c'est un bois, n'est-ce pas, comme on peut constater. On s'en sert essentiellement pour faire appel on dit aux esprits en chamanisme, mais on fait appel aux énergies pour guérir. Hein, ça appelle les énergies guérisseuses. Okay. Et on l'allume toujours après avoir allumé son bâton de sauge. Il y a un ordre à respecter. Il y a un ordre à respecter, c'est important. On allume son bâton de sauge pour se préserver des énergies négatives et ensuite on appelle d'autres énergies. Et qu'est-ce qui se passe si... si tu appelles les énergies sans te préserver avant, en fait, t'appelles tout. D'accord. Alors que si tu fais sauge et ensuite Palo Santo, t'as que les bons qui arrivent. Ok. Voilà. Et puis ça, c'est un petit bâton de cèdre. Alors le cèdre, c'est très bien pour calmer le stress. Le stress, les angoisses. Voilà. On fait brûler un petit peu de cèdre. On peut le badigeonner dans sa pièce. Voilà, ça fait redescendre. Oui, donc on peut allumer ça à la maison aussi. Exactement. Il n'y a aucun problème. C'est pas ce... Non, mais l'odeur de la sauge déjà est très agréable. Ici, on a mon petit photophore en fleur de sel de l'Himalaya. La fleur de sel a cette capacité, elle aussi, d'absorber les énergies négatives. D'accord. Donc quand vous êtes dans une pièce qui est un peu chargée, vous venez de vous prendre la tête avec votre chéri ou avec vos enfants, c'est un peu lourd dans la maison, hop, on allume son petit photophore et ça apaise, ça fait redescendre. D'accord. Ensuite, on a mes tambours que j'utilise pour les séances de chamanisme avec les bâtons qui sont en bas. Alexandra, je ne peux pas résister à l'envie, en voyant tout ce que tu as emmené, de te demander si tu peux te servir par exemple du tambour et voire même de nous montrer un petit peu comment ça se passe pour la transe chamanique. On a un rythme en fait très particulier pour induire le voyage chamanique. Il faut qu'on arrive au niveau du cerveau à passer en onde θ. D'accord. Les ondes θ, on ne les obtient qu'en étant entre 4 et 7 battements à la seconde. Ok. En dessous, ça fonctionne pas. Au-dessus, ça fonctionne plus. Donc, on est là-dessus. Ouais. Ça fait quelque chose au niveau du cœur. Ouais. Ouais, ça tremble. Parce qu'en fait, t'étais en train de commencer à voyager. Ah mince, repartons. Donc voilà, on voyage comme ça. Moi là, ça y est, j'étais connectée. Oui, j'ai vu tes yeux se fermer et avec le ça y monde en est, haut. tu es partie. Voilà. D'accord. Donc j'ai rien demandé, donc voilà, je suis redescendue, voilà, basta. Mais on peut voyager dans le monde en haut, dans le monde en bas. D'accord. Je vois qu'il y a des oracles aussi, oracles dont tu te sers avec tes clients. Exactement, il y a des oracles. Alors ce petit oracle-là, les guerriers de la Terre, je l'aime bien parce que il vient parler d'une façon très simple de quelque chose que vous traversez à un instant T. On fait un tirage et on se dit mais je sais pas, on a une question, mais pourquoi est-ce que je suis si mal à l'aise avec ce sujet-là ? Hop, on fait son petit tirage et d'un seul coup, c'est faux quand même, comme la réponse est pertinente. Les oracles, en plus, c'est vraiment disponible pour tout un chacun. On n'a pas besoin d'être médium ou quoi pour tirer les cartes oracles. En fait, ce que vous allez tirer, ce sera toujours juste. Celui-là, un peu plus difficile à manipuler, Akasha, puisqu'il laisse quand même la part belle à ce que vous allez interpréter.
Donc celui-là, je m'en sers vraiment pour faire des guidances. On va y venir justement sur les mémoires akashiques. C'est ça. Eh bien, justement, tu parles des mémoires karmiques, des dossiers akashiques. Oui. Pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que toi tu l'expliques? L'akasha, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un plan vibratoire dans lequel viennent s'imprimer toutes les informations émises par tout le monde, la planète entière, d'accord? C'est comme quand vous allumez la radio, enfin quand vous émettez plus exactement une émission de radio, elle part dans l'air, dans l'atmosphère, elle est captée par les gens qui ont un poste de réception, d'accord, qui ont une radio chez eux, mais ça part dans l'univers. Donc en fait, toutes ces ondes qui sont émises, eh ben, quand on parle, quand on vit des émotions, quand on vit tout simplement, toutes ces ondes qui sont émises, en fait, sont stockées là, sur ce plan vibratoire. Donc pour rendre les choses un peu plus concrètes, moi je dis, vous imaginez une immense bibliothèque. Oui. Une très grande bibliothèque. Et en fait, faire des lectures akashiques, c'est rentrer dans la bibliothèque et dire au documentaliste, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le tiroir d'Éléonore, s'il vous plaît? Donc, le documentaliste me dit, oui, c'est telle allée, tel endroit, est-ce que vous avez besoin d'aide pour la lecture? Bon, si vous voulez, je suis pas contre. Donc, on tire le tiroir d'Éléonore. D'accord. Et le premier dossier auquel on a accès, c'est cette vie-ci. Celle que vous êtes en train de vivre. Et alors, si vous avez une problématique dans cette vie-ci, bah, on peut aller voir sur quoi vous êtes testé dans cette vie-ci, pourquoi c'est si difficile en ce moment, pourquoi, voilà. Donc rien à voir avec le système mnésique de la personne au sens pur, c'est-à-dire le système limbique pour les émotions, hippocampique pour les souvenirs, rien à voir. Rien du tout. Ok. Là, pour la peine, rien du tout. D'accord. On est vraiment sur l'originel, en fait, sur la cause de départ, sur qu'est-ce que tu t'es paramétré en fait, pour descendre ici. Ok. Et puis, parfois, il y a des choses qui sont dans cette vie-ci, que tu traverses dans cette vie-ci, qui sont liées au réveil d'une mémoire, d'une autre vie. Et forcément, la sienne, pas celle de quelqu'un d'autre. On va y essentiellement la sienne, on va dire. Donc là, on peut aller voir dans le tiroir, on peut remonter à la fameuse vie qui ressort. Et puis, on va se découvrir que, je sais pas, tiens, par exemple, j'ai une cliente qui a été Mazarin, en vie antérieure. Bah, depuis, elle passe ses vies à essayer de réparer. D'accord. Réparer quoi? Réparer toutes les bêtises qu'a fait son âme en étant Mazarin. Ok, mais oui, et tu m'avais raconté aussi la première fois qu'on avait échangé ensemble une histoire assez saisissante, justement, tu parles de Mazarin, je remonte dans l'histoire, celle d'une patiente professionnelle de santé, donc avec un profil, voilà, c'est ça qui est toujours intéressant, cartésien, qui te consulte pour une douleur à la jambe que personne n'arrivait à expliquer malgré tous les examens médicaux. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec elle et comment tu as travaillé? Ouais. Alors ça, c'est la toute première fois où j'ai accédé à une mémoire karmique. Donc la première honnête surprise, c'était moi. Oui. C'est-à-dire qu'elle arrive, donc c'est une dame que je connais depuis un certain temps. Elle a une pathologie chronique, donc je la vois régulièrement. Et là, elle arrive et elle me dit Alexandra, il faut que tu fasses quelque chose pour ma jambe. J'ai mal à la jambe droite, j'en peux plus. Je deviens folle, c'est extrêmement douloureux, je ne sais plus quoi faire. Alors effectivement, c'est un cadre de santé. Donc, je lui dis, j'imagine que tu as fait des examens. Elle me dit, oh là là, radio, scanner, IRM, écho-doppler, enfin, tout ce que tu peux imaginer, j'ai tout fait. Il n'y a rien. Prise de sang, tout. Elle avait tout testé. Alors, elle me dit, je me dis qu'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Je lui dis, écoute, on va voir. Donc, elle s'allonge sur ma table et je commence avec ma main, je fais un scan au niveau de sa jambe. Je sens rien. Rien de spécial. Alors, quand je travaille en magnétisme, je travaille à 10, 15 cm, 20 maxi. En général, je suis à peu près à cette distance-là. Et je ne sens rien du tout. Je me dis, bon, alors si j'ai pas la solution comme ça, comment je vais la trouver? Et puis, je ne sais pas, machinalement, j'espace ma main, je viens à une 50aine de centimètres, et là, d'un coup, une image. Je vois un soldat napoléonien. Et au tréfond de moi, je sais que c'est elle.
Me demande pas comment je le sais. Je le sais, je le sens. Enfin, pour moi, il y a aucun doute, c'est elle. Un soldat napoléonien en campagne contre la Russie, en plein hiver, évidemment, qui se blesse au pied, avec les soins qu'on pouvait avoir à l'époque. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? La gangrène se met là-dedans et monte le long de sa jambe jusqu'à ce qu'on l'ampute bien haut sur la cuisse. Et là, du coup, je me dis, mais ok, mais j'en fais quoi de ça? Et j'entends coupe. Coupe. Quoi, la jambe? Haha. Non. Alors, et ça me dit coupe. Je me dis coupe. Donc coupe, le lien entre l'image et... Allez, coupe. Donc je m'invente des ciseaux et je coupe. Jusqu'à ce que j'arrête d'entendre coupe. Au bout d'un moment, j'entends plus coupe. Donc je fais un petit nettoyage de fin de soins, machin. Ok. Et je la réveille, entre guillemets. Et je lui dis, comment tu te sens? Elle me dit, écoute, je crois bien que j'ai plus mal. Je lui dis, attends, prends le temps, assieds-toi. Comment ça va? Ah non, mais j'ai plus mal. C'était immédiat. Marche un petit peu pour être sûr, parce que bon, on va pas crier victoire trop vite. C'est un truc que j'avais jamais fait. Oui. Donc, elle marche dans le cabinet, elle fait, non, je te jure, j'ai plus mal. Oh là là, je t'embrasserai. Ok. Je dis, bon, bah écoute, tu me tiendras au courant, parce que là, j'ai fait un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Oui, on te sent surprise aussi. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? Mm-hmm. Alors du coup, je lui raconte. Et elle me dit, tu sais que c'est incroyable ce que tu me dis? Je dis, pourquoi? Elle me dit, donc on était fin avril, de mémoire, toute fin avril. Et elle me dit, en fait, j'ai mal depuis mi-février. Et en fait, maintenant que tu me racontes cette histoire de soldat napoléonien, pendant les vacances de février, avec mes enfants, j'ai regardé un film sur les campagnes de Russie, les campagnes napoléoniennes en Russie. C'est apparu quelques jours après, cette douleur. Donc en fait, le fait d'avoir regardé ce film a réveillé une mémoire d'une ancienne vie. Oui, parce que c'est pas le film que tout le monde va aller regarder avec ses enfants. Donc le lien de cause à effet, ouais. Voilà. D'accord. Et depuis, c'est vrai que régulièrement, j'ai ce genre de cas où il y a une mémoire qui est réveillée par un événement, mais souvent banal. Hein. Et ça passe souvent, effectivement, par un film ou par une conversation que la personne a eue, un livre qu'on a lu, enfin, vraiment des choses basiques. Ou alors un accident qui ressemble à un accident qu'on a eu précédemment. Ou une situation qui ressemble à une situation qu'on a vécue précédemment. Et du coup, ça réveille cette ancienne mémoire. Ok. J'avais envie de te demander, il peut y avoir des gens qui peuvent ne pas croire au moment où tu vas dire, bah voilà, il s'agit de Napoléon, il a été touché à la jambe, et vous aussi, vous portez cette douleur-là. Et toi, ta réaction, c'est, je n'impose rien de ma vision à moi. Tout à fait. Tout à fait. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. D'ailleurs, quand je sens que c'est une personne qui est beaucoup trop matérialiste pour entendre ce que j'ai à dire, je garde le mystère. J'ai fait une séance de magnétisme. Voilà. Je suis pas là pour choquer les gens non plus. Si les gens sont pas prêts à entendre ce genre de choses, ils sont pas prêts. Voilà, c'est tout. Je suis pas là pour les convertir à quoi que ce soit. Donc voilà, chacun est libre de ses croyances. Les gens que je sens assez ouverts pour entendre ce que j'ai à dire, ok, welcome. Par contre, les autres, c'est pas grave, je les laisse. Voilà. Je n'ai pas la prétention d'enseigner un dogme à qui que ce soit. Si je propose de découvrir des choses éventuellement, découvrir d'autres façons de soigner, les gens à qui ça ne convient pas, c'est ok. Oui. Et ceux qui auraient besoin de puiser justement dans ta pratique peuvent aussi le faire. Tout à fait. Et dans ce que tu dis, alors ça peut vouloir dire aussi, si j'entends bien, que le corps peut aussi porter des douleurs qui ne sont pas les siennes, au sens médical, mais qui appartiennent à une mémoire plus ancienne. Voilà. Ça peut être une mémoire plus ancienne, donc une mémoire karmique. Et ça peut être aussi du transgénérationnel. Oui, et là il y a un super livre d'ailleurs qui parle de ça, c'est celui de Marc Bolin, où cette douleur n'est pas mienne. Oui. Où on voit les générations du dessous porter des traumas et des douleurs de la génération du dessus, voire même d'une génération qu'ils n'ont pas connue. Tout à fait, tout à fait.
Et on parlait avant le podcast de le chemin des oliviers. J'ai retrouvé le chemin des oliviers, qui est très bien faite et où effectivement on voit aussi ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'appartiennent pas à sa génération et pour autant ça redescend, ça redescend dans les générations suivantes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont faites actuellement sur le sujet, notamment sur les femmes violées. Oui. Les femmes violées, une femme qui a été violée, alors subit un traumatisme, effectivement, qui vient s'imprimer dans les gènes. Tout à fait. Qu'elle transmet à sa fille, à sa naissance. Mais le plus étonnant, c'est de voir que c'est la petite fille qui va être encore plus impactée dans ses gènes par ses souvenirs. Jusqu'à 3 générations, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez intéressant. On en est au début de la compréhension médicale de ce qui se passe. Mais voilà, pour moi, c'est la preuve que l'énergétique, le médical, le scientifique, tout ça, c'est lié. Enfin, on parle pas de choses différentes. On en parle différemment, mais on parle tous de la même chose. Oui, il y a une complémentarité entre les pratiques de chacun. Tout à fait. J'allais te demander justement pour finir, mais tu y as répondu en même temps à travers tes exemples, c'est est-ce qu'il y a un profil de personnes qui poussent la porte de ton cabinet ou une demande type qui revient souvent, mais je crois que non. J'ai un peu de tout le monde. Je dirais quand même la majorité de ma clientèle, ça va être quand même plutôt des femmes. Des femmes 30, 70 ans, on va dire. Donc c'est assez large. Mais effectivement, c'est plus féminin que d'aller à l'écoute de soi et d'aller chercher d'autres réponses que ce que le médecin peut donner. Les hommes sont moins... par contre, en général, quand ils sont open sur la question, par contre, ils sont à fond. Oui, puis tout à l'heure tu parlais à travers le matériel que tu as emmené aussi, voilà, pour essayer d'atténuer le stress. C'était la sauge, c'est ça ? La sauge et le cèdre. Et le cèdre, et c'est vrai que pour revenir sur les femmes souffrent plus de troubles anxieux que les hommes. Donc à partir du moment où on souffre de troubles anxieux, on essaye aussi de se soigner et d'essayer de comprendre. Donc ce qui peut aussi déclencher le mécanisme de je vais essayer d'aller voir comment. Je peux m'y prendre, donc je vais voir le médecin. Parfois, ça nécessite une prise de médicaments, d'anxiolytiques, une psychothérapie aussi à côté. Parfois l'un ou l'autre, selon les personnes. C'est vrai que les deux ensemble, on sait qu'aujourd'hui le traitement et la psychothérapie marchent bien. Et puis après, il y a aussi toutes ces approches alternatives qui viennent aussi compléter. Effectivement. Et ça, s'il y a une chose qui me tient à cœur, c'est d'essayer de démocratiser toutes ces pratiques, faire comprendre au corps médical, notamment aux institutions, qu'on n'est pas un danger pour eux. C'est-à-dire, en ce moment, il y a une chasse aux sorcières. Il y a eu les naturopathes, en ce moment, ils sont en train de s'en prendre aux ostéopathes, ils sont à fond. D'accord. Il y a eu une époque, c'était les magnétiseurs. Bon, ça tourne, en fait. Ils en prennent un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais... en fait, on n'est pas ennemis. On œuvre tous pour la même chose. Moi, je dis toujours, à aucun moment, je n'ai demandé à un patient d'arrêter son traitement médical. Jamais. Voire même, d'ailleurs, les gens qui viennent en ostéothérapie, je commence par leur demander, est-ce que vous avez consulté le médecin ? Est-ce que vous avez fait des imageries ? Oui, tu balayes un petit peu le champ des possibles. Par ça, je commence par vérifier que la personne n'est pas quelque chose de grave, que je risquerais d'amplifier. Bien sûr. Il n'est pas du tout question pour moi d'aller faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc je commence toujours par ça. Et si jamais j'ai un doute, la personne me dit non mais il s'est pas passé grand chose, machin. Mais il y a un doute, je le sens pas. Je leur dis non, je touche pas, vous allez faire une imagerie, puis vous reviendrez après si l'imagerie est bonne. S'il y a rien de problématique, vous revenez me voir. Par contre, tant que j'ai un doute, je touche pas. Ça c'est...
Oui, ça reprend un petit peu la question que je te disais tout à l'heure, comment faire un peu la différence entre un bon magnétiseur, un bon chaman et les autres. Mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est refuser de prendre en charge une personne qui n'a pas exploré aussi un peu plus sa santé pour être sûr que voilà, toi tu n'interviennes pas sur quelque chose qui est déjà abîmé ou voilà, une pathologie qui n'aurait pas été diagnostiquée. Donc ça participe aussi à ça. Que de différencier les deux. On parlait des salons de Cultura tout à l'heure. Chez Cultura, une fois, j'ai une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Oh là là, j'arrive dans votre salon et tout de suite je tombe sur vous, vous êtes chamane, c'est ce qu'il me faut, machin. » Elle était complètement emballée. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de presque malsain dans son enthousiasme. Et elle me dit j'ai déjà fait des soins chamaniques avec une autre chamane, c'était génial, mais en fait maintenant elle est limitée, elle peut pas m'aider, je voudrais faire plus, machin. Oh, je vois que vous faites des stages, oh, c'est formidable, machin. Il y avait un truc qui allait pas. Donc du coup, je discute un peu avec elle et pour moi clairement, cette dame elle a un problème psychologique. Elle m'a dit je vais m'inscrire sur votre stage et tout. J'ai bloqué l'inscription. D'accord. J'ai bloqué l'inscription parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Et je pense que c'est dangereux pour elle que de l'entraîner dans son délire, entre guillemets. Oui. Et peut-être aussi, j'ai envie de dire, alors épuisant pour les autres qui sont là pour essayer aussi de se ressourcer. Ouais, mais là, vraiment, pour moi, c'était un danger pour elle. D'accord. Pour son équilibre psychologique. C'est vrai que ça peut être difficile à entendre pour cette personne-là, ou est-ce qu'elle est en capacité de l'entendre, mais parfois dire les choses en disant peut-être que là, en ce moment, moi, par rapport à ce que je ressens, je pense que c'est pas le moment pour vous de faire ce genre de stage aussi. Alors j'ai essayé, mais elle est déjà complètement dans son monde à elle. Ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé de l'amener tout doucement, suggérer qu'elle allait voir un psychologue, ça pourrait peut-être l'aider, machin. Alors là, il y a un air pas du tout. Non, c'est pas du tout son. Elle a pas de problème. Non. Par contre, on l'a maraboutée, on lui a jeté des sorts, on lui a tout. Ok. Donc elle était animée par quelque chose qui relève un peu de la bizarrerie, peut-être aussi. Ça, c'est un truc. J'aimerais aussi que les gens s'imaginent bien que c'est pas parce qu'on est praticien chamanique qu'on est complètement barré. C'est pas du tout le cas. Je pense que je suis la preuve, j'arrive pas avec des dreads ou je sais pas quoi. Encore que c'est pas parce qu'on a des dreads que forcément on n'est pas équilibré dans sa tête, mais je veux dire, je suis quelqu'un de parfaitement normal. Je pratique le chamanisme, ok, mais pour autant, je suis quelqu'un de parfaitement normal, équilibré. Oui, on en parlait juste avant de tourner, justement, de ces chamans aussi dans le monde entier. Parfois aussi des psychiatres qui, alors tu vas me reprendre, je n'ai plus le terme parce que tu l'avais trouvé en début, qui font des soins justement avec une plante. L'ayahuasca. L'ayahuasca, voilà. Il y a eu un très beau reportage, enfin très intéressant reportage sur France 5 justement. Et on a aussi des profils médicaux. Oui, qui s'allient à des chamans, parfois qui s'inspirent ou qui apprennent des chamans pour savoir comment administrer cette plante et soigner là des maladies mentales. Oui, tout à fait. Alors c'est des recherches qui sont récentes, mais effectivement de plus en plus de médecins, en général c'est des psychiatres qui se penchent sur cette question-là parce qu'effectivement ils se sont rendus compte que la transe chamanique pouvait aider à soigner effectivement des gens qui sont en dépression sévère, voire même schizophrènes. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on est en état de transe, là pour les gens qui connaissent Corinne Sombrin, ou tous ceux qui la connaissent pas, allez la découvrir. Corinne Sombrin, qui était journaliste et qui est allée faire un voyage en Mongolie et s'est découverte sur place chamane. Donc, elle a dû apprendre le chamanisme mongol. Cette journaliste, elle a à cœur de savoir ce qui se passe dans le cerveau du chaman quand il est en train de faire une transe. D'accord. Donc, elle a regroupé autour d'elle tout un collège médical de psychiatres, de neurologues, de psychologues, voilà, tout un tas de gens, de spécialistes du cerveau qui sont allés étudier et qui se sont rendus compte qu'en fait, quand on fait une transe chamanique, on présente à la fois les ondes neurologiques de quelqu'un qui est bipolaire et de quelqu'un qui est schizophrène. Les deux, comme si on avait les deux pathologies en une.
Sauf que normalement, ces pathologies-là sont irréversibles et qu'en transe chamanique, en fait, on se les provoque et on les arrête à volonté. D'accord. Ok. Donc, ils sont en train d'utiliser toutes ces recherches sur la transe chamanique pour essayer de soigner les gens autrement. qui souffrent de pathologies du même ordre et qu'on n'arrive pas à soigner par les médicaments et les procédures habituelles. Oui, on a une formidable médecine, mais on voit qu'il y a encore toujours à apprendre et que... Il y a toujours plein de choses à découvrir. Oui. Eh bien, merci beaucoup Alexandra. Avec grand plaisir. Tu nous as appris plein de choses, tu nous as fait découvrir ton univers, l'univers du chaman, du magnétiseur. Et je te souhaite une très bonne continuation, en tout cas, dans ta pratique. Beaucoup. Et on va diffuser toutes les informations par rapport aux personnes qui auraient envie d'en savoir plus, peut-être aussi de te rencontrer pour une consultation. Oui. À la fin de ce podcast. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté En fait. Suivez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, ainsi que toutes les autres plateformes pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très vite.